Bonjour Dimitri Magnier, vous êtes délégué syndical CGT à Pôle emploi Pays de la Loire. Merci de nous accorder cet entretien pour Infoscope. Cette interview prépare notre émission du 14 novembre. C'est l'émission La Soupe Angevine qui a pour invité un jeune travailleur précaire qui nous livrera son témoignage sur l'insertion dans la vie active. Ce qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, c'est la fameuse loi pour le plein emploi. C'est comme ça que le gouvernement l'a appelé. Ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 octobre avec un amendement des Républicains qui inscrit dans le marbre l'obligation pour les bénéficiaires du RSA d'effectuer 15 heures d'activité hebdomadaire. Après un compromis entre Sénat et Assemblée trouvé en commission mixte paritaire le 23 octobre, la loi sera bientôt définitivement adoptée par le Parlement. C'est intéressant car au-delà des bénéficiaires du RSA, ce sont tous les demandeurs d'emploi et même tous les salariés de France qui vont être concernés par cette réforme qui va notamment remplacer Pôle emploi en France Travail au plus tard au 1er janvier 2025. Alors vous, en tant qu'agent et délégué syndical Pôle emploi, vous êtes côté coulisses de cette réforme. Alors première question pour commencer, de par votre expérience et les remontées du terrain, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les agents de Pôle emploi déjà avant la réforme? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, agents de Pôle emploi et l'institution Pôle emploi a été préparée à cette transformation de Pôle emploi en France Travail depuis déjà quelques années. En fait, il y a eu déjà quelques signes avant-coureurs d'orientation, de réorientation de Pôle emploi vers un seul but, qui était la satisfaction des besoins immédiats des employeurs au niveau local. Et ça, pour nous, c'est l'essence même de la loi plein emploi. C'est effectivement quelque chose qu'on combat et c'est quelque chose qui, pour nous, va à l'encontre du sens qui est celui de notre mission de service public, qui est d'accompagner toute personne à la recherche d'un emploi vers un projet d'insertion professionnelle qui lui convienne. Au regard de ce qui est prévu dans cette loi plein emploi, à ce stade, effectivement, il va y avoir un vote du Sénat le 9 novembre, puis de l'Assemblée nationale à suivre en deuxième lecture, qui vraisemblablement ne modifiera pas ce qui a été conclu par la commission mixte paritaire. Et les éléments qui sont contenus nous inquiètent fortement parce que, encore une fois, on est face à une forte accentuation de dérives qu'on constatait déjà à Pôle emploi et qui seront encore plus fortes dans le cadre de l'installation de France Travail. Le gouvernement mène sa réforme au nom du plein emploi. C'est un objectif noble, avec l'objectif notamment d'un taux de chômage à 5% d'ici 2027. En ce moment, on est à peu près à 7,2% en France, hors Mayotte, qui est un territoire d'outre-mer très marqué par le chômage. Alors déjà, est-ce que 5%, c'est un objectif réalisable? Est-ce que c'est vraiment pour ça que le gouvernement mène cette réforme aujourd'hui? Alors, effectivement, c'est le but avoué de cette réforme. Pour rappel quand même, cette réforme, elle est issue de la présentation déjà d'un discours de campagne d'Emmanuel Macron en mars 2022 et après de la présentation à la presse d'un dossier qui s'appelait Objectif plein emploi au mois de septembre 2022 qui comprenait 8 dossiers. Alors il y avait effectivement la transformation de Pôle emploi en France Travail, il y avait la réforme du RSA, il y avait la mise en place du contrat d'engagement jeune qui était là aussi un des éléments précurseurs qu'on voit ressurgir donc avec le contrat d'engagement qui était d'ailleurs réciproque et qui n'est plus réciproque maintenant. Il y avait l'évolution de l'assurance chômage, on est dedans, voilà, puisque les partenaires sociaux sont en pleine négociation. Il y avait la réforme de l'apprentissage qui, elle, voit le jour un petit peu en creux avec la réforme des lycées professionnels. Et il y avait aussi la réforme des retraites, dont on sait ce qu'elle est advenue. Donc en fait, pour le gouvernement, tout cela doit concourir au plein emploi. Alors après, la notion de plein emploi, elle peut être à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Moi, je ne suis pas expert économique, donc sur les aspects quantitatifs, je constate simplement qu'il y a un certain nombre de prévisions d'experts en tout genre qui tablent plutôt à la fois sur une croissance ralentie et sur une réaugmentation du chômage dès la fin de l'année et avec une accentuation sur les 2 années à venir, ce qui, me semble-t-il, éloigne un petit peu de l'objectif du plein emploi qui est affiché par le gouvernement qu'ils mettent à 5%. Après, il y a un deuxième élément par rapport à cet objectif-là, c'est que compte-t-on dans les 5%?
puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus dissuadées de s'inscrire comme demandeurs d'emploi pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'ils ne sont plus indemnisés comme demandeurs d'emploi. Il y a quelques années, on avait un petit peu moins de la moitié des demandeurs d'emploi qui étaient couverts par l'assurance chômage au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Aujourd'hui, on est à 36%. Ça veut dire que au fil des contre-réformes d'assurance chômage décidées par le gouvernement, je dis décidées par le gouvernement parce qu'effectivement, on n'est plus dans le cadre de conventions signées par les partenaires sociaux, mais d'une lettre de cadrage qui est envoyée par le gouvernement et qui est suffisamment stricte pour que de toute façon les négociations n'aboutissent pas et qu'on aboutisse à une décision unilatérale du gouvernement. Donc, dans ce cadre-là, on a eu plusieurs réformes de l'assurance chômage successives qui ont baissé les droits des chômeurs et qui font qu'il y a de moins en moins de chômeurs indemnisés. Quand je dis baisser, c'est à la fois au regard de l'accès à l'indemnisation, qui était auparavant à partir de 4 mois d'affiliation et qui est passé à 6 mois, et au regard de la durée des droits. Ce qui fait que plus on a de difficultés à rentrer dans les possibilités d'ouvrir un droit et plus on en sort rapidement, forcément, ça donne moins de personnes indemnisées en pourcentage. Donc voilà. Et après, il y a un dernier aspect aussi à cela, outre ces aspects quantitatifs, qui est l'aspect aussi qualitatif de ce qu'on appelle avoir un emploi. Est-ce qu'avoir un emploi très mal payé, qu'on n'a pas choisi, à temps partiel et très précaire, est-ce que c'est satisfaisant d'un point de vue social? Je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on appelle. On pourrait pas se satisfaire d'une société où une partie grandissante des salariés sont à la fois dans la précarité, et dans un temps de travail qui est dans un temps partiel plutôt qui est subi. Thibaut Guilluy, le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, chapeaute pour le gouvernement la mise en place de France Travail. Il a notamment déclaré auprès de nos confrères de Ouest France, je cite, « Nous allons investir pour mobiliser des conseillers qui suivront les personnes de façon personnalisée, pas 500 bénéficiaires à suivre chacun, mais plutôt 50. » Fin de citation. En moyenne, un conseiller Pôle emploi suit combien de personnes aujourd'hui? Et est-ce que 1 pour 50, c'est faisable avec tous ces demandeurs du RSA, tous ces bénéficiaires du RSA qui seront demain inscrits à France Travail? Alors, je vais vous prendre un élément qui est assez intéressant. Au regard de la préfiguration de la mise en place de France Travail, il y a eu donc des expérimentations qui ont été faites sur le suivi des allocataires du RSA dans, je crois que c'est 19 départements, 19 régions plutôt, et en Pays de la Loire, donc on a une expérimentation sur une partie de Laval et sur une partie de Saint-Nazaire. En ce qui concerne Saint-Nazaire, par exemple, il y a 4 portefeuilles, c'est comme ça qu'on appelle ça, donc 4 conseillers qui sont amenés à suivre des allocataires du RSA dans le cadre de cette expérimentation, donc qui préfigure la loi plein emploi et la mise en œuvre de France Travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est très satisfaisant. Ces collègues ont effectivement un objectif de suivi d'environ 50 allocataires, ce qui est à peu près confortable au regard éventuellement, au regard de la qualité de l'accompagnement auquel un demandeur d'emploi doit pouvoir avoir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on est sur des moyens humains, c'est-à-dire c'est juste des redéploiements. Ça veut dire qu'en fait, les quatre collègues qui sont amenés à suivre 50 personnes en suivaient 250 en moyenne auparavant. Donc ça veut dire qu'ils ont été amenés Pôle emploi était amené à redéployer pour chacun des 4 portefeuilles 200 demandeurs d'emploi qui étaient suivis par ces 4 collègues sur les autres collègues. En fait, on est sur cet aspect purement comptable. Ça veut dire que si demain Pôle emploi considérait qu'il fallait, pour avoir un accompagnement efficace, qu'un conseiller n'accompagne que 50 usagers, il faudrait multiplier par 3, 4 les effectifs à Pôle emploi. Je ne pense pas que ça soit ce que le gouvernement ait prévu. Notamment, on peut en douter au regard du projet de loi de finances qui annonce un tout petit renfort des effectifs de Pôle emploi. Justement, il y a environ 2 millions de foyers bénéficiaires du RSA en France. Un conseiller pour 50 bénéficiaires, ça fait 40 000 conseillers. Est-ce que ça va recruter à Pôle emploi ou à France Travail demain? Alors, il y a 2 éléments.
Euh, Déjà actuellement, il y a une partie des allocataires du RSA qui ne sont pas suivis par Pôle emploi et qui ne seront pas plus amenés à être suivis par France Travail demain, par France Travail, par l'opérateur de France Travail. Ils seront suivis par le réseau emploi, à savoir des partenaires de Pôle emploi, et en l'occurrence, pour les allocataires du RSA, les services des conseils départementaux, qui, eux, peuvent avoir des services intégrés qui suivent, qui accompagnent les demandeurs d'emploi allocataires du RSA, qui sont sur un accompagnement direct à l'emploi ou un accompagnement dit équilibré, dit socio-professionnel, c'est-à-dire qui mêle à la fois des problématiques d'insertion sociale et une recherche d'emploi. Et aussi toute une partie des allocataires du RSA qui ont, pour la plupart, vocation de par la loi à être inscrits prochainement, qui, eux, sont sur une insertion sociale et qui ne seront pas demain amenés à être, même s'ils sont inscrits à France Travail, ne seront pas amenés à être accompagnés par les services de France Travail. Donc, en fait, d'un point de vue purement mathématique, France Travail n'a pas vocation demain à accompagner l'intégralité. Enfin, quand je dis France Travail, je parle bien de l'opérateur Pôle emploi devenu France Travail, n'a pas forcément vocation à accompagner l'intégralité des allocataires du RSA. C'est ça, France Travail sera un opérateur dans un réseau d'emploi avec le département notamment. Est-ce que il y a déjà des liens qui existent entre Pôle emploi et le département, ou est-ce que ça a une vraie utilité de faire cette loi pour renforcer ou créer ces liens? Nous, on ne peut pas, enfin, personne ne peut être opposé au fait de travailler plus en partenariat, plus en synergie, de mieux se connaître, etc. Enfin, personne ne peut penser que c'est quelque chose qui ne servira à rien et qui n'aura aucun intérêt. Pour nous, l'objet de la loi et l'objet de cette réforme-là, c'est pas celui-là. C'est pas simplement le fait de mieux travailler ensemble. Alors, je vais prendre un exemple là aussi. Le mieux travailler ensemble, au sens de la loi, c'est aussi travailler sur un système d'information commun. Aujourd'hui, un travailleur social qui accompagne un allocataire du RSA, si celui-ci ne vient pas à un rendez-vous, il va essayer de le rappeler, il va essayer de tout faire pour, à un moment donné, pouvoir le voir, notamment s'il y a en ligne de mire, on a auparavant un contrat d'insertion à signer et un passage en CLI, en cellule locale d'insertion, qui vise à renouveler le RSA. Il va tout faire pour pouvoir que le bénéficiaire du RSA, le locataire du RSA, ne se trouve pas sanctionné parce qu'il n'est pas venu à un rendez-vous. À Pôle emploi, on est dans un système où on voudrait bien faire ça, mais c'est pas possible. On est dans un traitement qui est beaucoup plus de masse et avec une informatique, un système d'information qui sont beaucoup plus contraints et qui font que de toute façon, dans la plupart des cas, un demandeur d'emploi qui ne vient pas à un rendez-vous, il reçoit un avis de radiation, lui demandant de se justifier, et s'il répond pas, parce qu'il est un peu au fond du trou psychologiquement, ou parce qu'il a des problèmes dans la réception de son courrier, il est radié. Il est radié pour absence à rendez-vous. Donc en fait, le fait d'avoir, de travailler mieux ensemble et d'avoir un système d'information commun, risque. Alors pour nous, Pôle emploi devenu France Travail, ça risque de pas changer grand-chose. Par contre, pour que ce soit les services des conseils départementaux ou, j'en citerai un deuxième, les missions locales, qui ont des pratiques qui sont à peu près les mêmes que celles des agents du conseil départemental, c'est-à-dire des pratiques que nous on aimerait avoir et qui sont beaucoup plus vertueuses et bienveillantes, on va dire, à l'endroit des usagers, on risque d'avoir un peu un nivellement par le bas et une machine qui risque d'être une machine à exclure en fait. Cet accompagnement renforcé qui a été présenté par Thibaut Guilluy est présenté comme la contrepartie aux 15 heures d'activité obligatoires par semaine pour les bénéficiaires du RSA, sur l'esprit même de cette obligation d'activité pour un RSA d'un montant que, je le rappelle, individuel de 607,75 € par mois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette obligation de travailler pour le minima social le plus bas de France? Bon, il y a un premier élément qui est d'enfoncer un coin sur ce qu'est le RSA, enfin, ce qu'il devrait être pour nous, à savoir un revenu inconditionnel. Là, on n'est plus dans la conditionnalité, on est dans une conditionnalité qui certes existait dans la loi, mais qui là est largement renforcée. Et qui, quand on dit conditionnalité, elle aboutit forcément
à ce que ici ou là, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans une détresse psychologique, par exemple, qui traversent des choses très compliquées dans leur vie, qui se retrouvent exclus d'un dispositif qui est vraiment un filet de sécurité qui permet juste de survivre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en instaurant ces 15 heures minimum d'activité, alors je fais quand même une parenthèse, c'est que dans la loi, ces 15 heures d'activité concernent toute personne signataire d'un contrat d'engagement. Ça veut dire toute personne inscrite à France Travail. Donc, effectivement, on se doute bien que le gouvernement aura quelques difficultés à le mettre en œuvre pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, mais de par la loi, de par la rédaction de la loi, ça concerne l'ensemble, les jeunes qui sont inscrits auprès des missions locales, les allocataires du RSA et au-delà de ça, tous les autres demandeurs d'emploi. Ces 15 heures d'activité, la loi ne les décrit absolument pas, elle donne quelques exemples. On verra, peut-être que les choses seront précisées par les décrets d'application notamment. Pour autant, nous, ce qu'on constate aussi, c'est que dans la mesure où l'essence même de cette loi est la satisfaction, et de par son objectif plein emploi, la satisfaction des besoins du patronat local, ça risque d'être quelque chose qui enferme l'ensemble des usagers vers la recherche d'un emploi le plus rapide possible, au travers notamment d'immersion en entreprise et de choses comme ça. Multiplier les immersions en entreprise, ça veut dire aussi multiplier des formes qui parfois peuvent être juste des formes et qui sont plutôt louables, d'observer un contexte de travail pour savoir si on s'y plaira, si on s'épanouira et si on ne se plante pas dans son orientation professionnelle. Mais c'est quelque chose que nous, on connaît aussi à Pôle emploi depuis pas longtemps. Ça peut être aussi des formes de travail dissimulé. Je prends un exemple là aussi, c'est par exemple d'avoir des périodes d'un mois où une personne fait de la mise en rayon. Je ne sais pas si pour observer le poste d'employé libre-service et faire uniquement la partie mise en rayon, il y a besoin d'un mois, voire de 2. Avant, nous, dans notre pratique professionnelle, c'était plutôt une semaine. À partir du moment où on va demander à un public de plus en plus large d'avoir ces heures d'activité, il risque d'y avoir une espèce de spirale, de course en avant vers la multiplication de périodes d'immersion qui, à un moment donné, vont aller en concurrence avec des personnes qui actuellement vont faire la même chose mais en contrat d'intérim. Et donc, quand même, on peut penser ce qu'on veut de l'intérim, mais ça a quand même le mérite d'être un contrat de travail et pas simplement une période de stage non rémunérée. Parce que là, on est dans le cadre d'activités non rémunérées. Vous l'avez rappelé, 2 réformes ont pénalisé les demandeurs d'emploi indemnisés récemment. Une qui a réduit le montant de l'allocation de retour à l'emploi au premier quinquennat Macron et une deuxième l'année dernière qui a réduit la durée d'indemnisation et qui a allongé la durée de travail pour pouvoir prétendre aux indemnisations. Est-ce que cette logique de pénaliser les chômeurs, ça les aide ou au moins ça les pousse vraiment à retrouver un travail ? C'est la durée des droits et la moindre durée des droits, voire l'absence de droits, accélère à un moment donné pour un certain nombre de demandeurs d'emploi, accélère le choix ou le non-choix de prendre le premier emploi qui se présente. Le problème, c'est que le premier emploi qui se présente, en moyenne, c'est plutôt un emploi où les conditions de travail sont difficiles, où la précarité est grande et où le salaire est faible. Donc là aussi, et où de toute façon, les demandeurs d'emploi qui ont pris ces emplois n'ont pas forcément resté. Le problème des pénuries de main-d'œuvre, il est aussi un problème d'attractivité d'un certain nombre de filières, que ce soit l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, le transport, certains secteurs de la santé, etc., etc. Je suis pas sûr que c'est en envoyant les personnes qui sont sans emploi avec un fusil dans le dos, on va répondre à ces pénuries de main-d'œuvre. Pour nous, ce sont des secteurs qui doivent être valorisés aussi bien sur les aspects conditions de travail que sur les aspects salariaux. Et là, la réponse qui est faite, parce que c'est ça, cet objectif plein emploi, il est vraiment mis à mettre en lien aussi avec tout le discours sur les offres d'emploi non satisfaites et avec ce qui apparaît intolérable pour le patronat aujourd'hui, c'est d'avoir ici ou là des difficultés à recruter ou des salariés qui ne restent pas dans les entreprises.
On parle beaucoup du côté usager et du côté demandeur d'emploi, ce qui est tout à fait logique puisque ça concerne quasiment l'ensemble des salariés de France. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le côté agent Pôle emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, votre métier est attractif, suffisamment attractif? On sait que s'occuper des enfants ou s'occuper des personnes âgées, ça relève souvent de la vocation, mais s'occuper des chômeurs, ça arrive rarement en tête des passions professionnelles. On peut être agent Pôle emploi par vocation. Bah, écoutez, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis rentré à la NPE en 1992 et j'y ai vécu de belles années. Il y a eu des périodes où travailler au service public de l'emploi, et je pense que c'était la même chose pour des collègues issus de la CEDIC qui sont rentrés il y a plusieurs années, pour qui, alors certes, on n'y entrait pas par vocation, mais on pouvait y trouver un certain nombre de satisfactions, et notamment, quand je dis satisfaction, de rendre un service de qualité. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne la partie recherche d'emploi, orientation, etc., un sentiment d'être vraiment au service des usagers. Et c'est quand même normalement ce que doit être un service public. Il doit être au service du public. Et le problème, c'est que depuis de nombreuses années, on a un glissement progressif vers le service qui n'est pas au public, mais qui est au service. Alors, on nous dit il faut répondre aux exigences de notre financeur. Notre financeur, c'est en partie l'UNEDIC, en partie l'État. Donc, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un financeur extérieur. C'est pas. Et le problème, c'est que de plus en plus, on perd le sens de notre travail, parce qu'effectivement, on est pris de plan d'action en plan d'action, de réponse immédiate par exemple, je sais pas moi, c'est d'un seul coup, il faut travailler sur le secteur du transport. Alors, on va convoquer tout un tas de gens qui n'ont pas vocation ni envie ni quoi que ce soit d'aller vers ces métiers-là. On va faire la même chose avec l'hôtellerie-restauration, parce qu'on va arriver on va arriver au début du printemps et puis voilà, ou à la fin de l'hiver, et il va falloir préparer la saison, etc. Mais en fait, on est dans des choses qui sont faites sur des périodes courtes, sur des espèces de plans d'action très courts, et puis on passe à un deuxième, etc., en considérant les demandeurs d'emploi comme un élément de contexte ou un élément avec lequel on travaille, mais on travaille pas en fonction de leur demande. Et quand même, ça c'est travailler dans un service public qui ne répond pas à la demande du public, mais qui répond simplement à l'obligation qu'a ce public-là de trouver rapidement un emploi parce qu'il n'a pas le choix, c'est pas du tout la même chose. Et là, on voit bien que cette transformation-là, elle en rajoute une couche par rapport à la déconnexion qu'on a avec les demandes des personnes qui viennent nous voir. Quand je dis demande, je pèse mes mots, parce que malheureusement, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir avec des demandes qui sont trouvez-moi rapidement un emploi, mais c'est pas satisfaisant non plus. Normalement, on doit pouvoir travailler un nouveau projet professionnel, une orientation, ça demande du temps. C'est pas simplement regarder les offres d'emploi disponibles et puis en sortir 3 et puis dire allez-y. C'est pas ça. C'est discuter avec les personnes des informations que nous on a du marché du travail, des conditions de travail secteur par secteur, etc. Et d'essayer de leur trouver une solution qui soit satisfaisante. Même si c'est au regard du marché de l'emploi qui est de plus en plus difficile. Mais là, ce travail-là, il devient compliqué, voire impossible. Est-ce que finalement les statistiques ne sont pas faussées d'ores et déjà avec les radiations vous avez dit, évoquer les radiations qui étaient faites assez rapidement, de manière un peu expéditive, et puis avec cette perspective d'obliger des gens à occuper des activités comme par exemple pour le RSA, mais aussi d'autres personnes qui signeront un contrat d'engagement, qui seront donc obligés de consacrer 15 heures de leur semaine à des activités obligatoires et qui pourraient ne pas apparaître dans la catégorie de demandeurs d'emploi sans aucune activité. Finalement, est-ce que c'est pas ça le moyen pour le gouvernement d'atteindre sa vision du plein emploi? C'est sûr que le gouvernement, au regard de ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus dissuadées de rester inscrits comme demandeurs d'emploi, la vision, elle peut sembler un peu paradoxale, avec d'un côté une augmentation des publics qui ont vocation à devoir s'inscrire pour bénéficier d'un droit, ne serait-ce que d'un droit à l'accompagnement, et de l'autre, des personnes qui en sont dissuadées. C'est vrai que pour nous, c'est un élément qui est pas le plus important, l'aspect comptable. Après, je ne suis pas sûr que ça soit que le gouvernement agisse sous le seul prisme
de baisser mécaniquement le chiffre des demandeurs d'emploi. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on sait très bien que dans des périodes où l'économie va un petit peu mieux et où les conditions sur le marché du travail sont un petit peu plus en faveur des salariés, bah, en général, il y a un regain dans les années, les mois qui suivent. Il y a un regain de chômage qui fait que il y a un retournement de conjoncture qui ne place plus les demandeurs d'emploi et donc l'ensemble des salariés, parce que quand on dit les demandeurs d'emploi, c'est aussi les salariés qui veulent changer d'emploi. Et là aussi, le gouvernement a durci les choses ces derniers temps dans un contexte qui est plus favorable. Donc, il y a vraiment une vocation d'empêcher les salariés au sens large et les travailleurs au sens large de choisir leur emploi et de vouloir administrer, mais pas d'un point de vue satisfaisant, mais d'administrer par la force, par la coercition, le marché du travail. Du coup, c'est plus vraiment un marché du travail d'ailleurs, au sens de la main invisible, d'un endroit où chacun se place en fonction de ses choix, etc. C'est-à-dire que vous, au niveau de Pôle emploi et demain de France Travail, vous perdez un peu votre essence de orientation vers l'emploi, de formation, pour ne pas partir des besoins des demandeurs d'emploi, mais pour répondre aux attentes finalement du patronat. Parce qu'on entend souvent, et notamment de la bouche de certains ministres comme Bruno Le Maire, que on réduit beaucoup le chômage ces dernières années, que du coup le rapport de force s'est inversé entre les recruteurs et les candidats à un emploi, et que du coup, il est facile aujourd'hui de trouver un emploi. Évidemment, on a la phrase de Monsieur Macron en tête, il suffit de traverser la rue et je vous trouve un boulot. Est-ce que finalement, ce rapport de force, il s'est vraiment inversé, ou est-ce que vous constatez quand même qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la difficulté et que pour eux, les choses ne s'améliorent pas? Après, il faut savoir que nous, on a un prisme particulier au Pays de la Loire, puisqu'on est la région où le taux de chômage est le plus faible. On est même passé devant ou derrière plutôt la Bretagne le mois dernier. Donc actuellement, on est avec, je crois, 5,6%. On doit être la région qui a le taux de chômage le plus faible. Donc, là aussi, on a quelque chose qui peut être un peu trompeur. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que un chiffre brut, que ce soit le chiffre national ou un chiffre au niveau d'une région, ne veut pas dire grand-chose sur la capacité qu'a chaque individu à retrouver facilement un emploi. Entre un jeune de 25 ans qui sort avec un bac plus 5 et même si on regarde le même bac plus 5, un cadre de 55 ans qui se retrouve au chômage, simplement l'âge fait que la capacité de trouver rapidement un emploi ne sera pas la même. On sait aussi que plus un emploi est déqualifié, plus il est facile de le trouver. En même temps, il est tout aussi facile de le perdre et il sera d'autant plus précaire. Effectivement, c'est vrai qu'il y a vraisemblablement un désinvestissement. Alors, certains disent que c'est un des effets de la crise sanitaire, du Covid, etc. Un désinvestissement général, particulièrement des jeunes, mais peut-être pas que, du travail au sens large. Est-ce que c'est ça qui crée ce rapport de force? Est-ce que c'est parce que globalement et au moins à l'échelle des pays dits industrialisés, développés, il y a ce désengagement-là et donc il y a une plus grande difficulté pour les salariés, pour les employeurs plutôt, à trouver des salariés et à garder leurs salariés et à les motiver pour qu'ils restent, etc. Moi, je ne sais pas quelles en sont les raisons. En tout cas, vraisemblablement, le curseur du nombre de travailleurs disponibles à un moment donné est forcément un des éléments aussi dans la balance. C'est-à-dire que plus il y a un taux de chômage élevé, on sait très bien que c'est un élément de baisse tendancielle des salaires, forcément. Surtout si de l'autre côté, vous mettez en place une convention, enfin un régime, une réglementation d'assurance chômage qui il y a l'effet ciseau qui fait que vous n'avez pas le choix parce que globalement, vous avez de toute façon pas grand-chose à attendre d'aller regarder ailleurs si l'herbe est plus verte. Et de l'autre côté, de toute façon, vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que si vous démissionnez, vous n'êtes pas indemnisé. Si vous faites un abandon de poste, vous ne serez pas indemnisé non plus. Et puis si vous êtes à la recherche d'un emploi, rapidement, soit vous n'êtes pas indemnisé, soit rapidement vous allez plus l'être. Donc il y a un effet ciseau qui fait que ça vous incite à pas avoir de prétention salariale ou à les amoindrir en tout état de cause.
Et ça, forcément, c'est plutôt assez bénéfique pour le patronat. Dernière question. Mardi 14 novembre, dans notre émission La Soupe Angevine, nous invitons un jeune travailleur précaire qui enchaîne les contrats courts. On prend des questions du public et de responsables économiques, politiques, associatifs ou syndicaux. Est-ce que vous auriez une question à lui poser, sachant que voilà, il s'appelle Scott Gallagher et il sera notre invité pour témoigner d'un parcours, d'une insertion dans la vie active un peu semé d'embûches avec beaucoup de contrats courts, beaucoup de contrats précaires, des intérims, des CDD et une vraie difficulté à trouver un emploi stable. Bah, en fait, j'aurais peut-être pas de questions à lui poser, mais j'aurais déjà lui souhaiterais bon courage, parce qu'effectivement, je pense que pour les jeunes aujourd'hui, la situation est encore plus complexe qu'elle était pour les générations précédentes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, je lui conseillerais, dans la mesure du possible, d'essayer de ne pas se jeter forcément vers le premier emploi. Alors c'est facile à dire parce que parfois on est face à une exigence, à des impératifs financiers qui font que c'est pas le cas, mais à essayer de prendre le temps de la réflexion avant de se lancer vers un secteur d'activité qui ne lui convient pas. Parce que mine de rien, on passe quand même pas mal de temps au boulot. Le travail casse de plus en plus, physiquement et psychologiquement, bon nombre de travailleurs. Le nombre d'accidents du travail aussi en France, il est particulièrement élevé. Donc voilà, je crois qu'il y a une grande vigilance à avoir par rapport à ça aussi et par rapport au secteur, sans forcément aller vers des métiers passion systématiquement, au moins aller vers à trouver une insertion professionnelle qui soit pas la pire. Merci beaucoup Dimitri Magnier. Donc au niveau de la CGT Pôle Emploi Pays de la Loire, vous avez un site internet, une page qu'on peut retrouver. Tout à fait. Nous avons un site internet que je m'apprête à vous communiquer à l'instant, qui est cgt-pôle emploi attaché-pdl.fr. cgt-pôle emploi attaché-pdl.fr. Merci beaucoup et à très bientôt. Donc Infoscope, c'est disponible sur notre portail infoscope.live, sur les réseaux sociaux, et notre émission La Soupe Angevine est aussi sur les podcasts comme Spotify, Deezer, Amazon et les autres. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.